Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir dans cette semaine du libre accès. Donc, nous voulions, comme réseau faire la promotion de libre accès, souligner cette semaine avec des questions qui nous semblent les plus prometteuses et en même temps soulever un certain nombre d'enjeux en matière de diffusion de la science aujourd'hui à partir de la traduction automatique, de la traduction et des liens qu'on peut avoir avec des modèles particuliers qui ont été développés plus récemment. Dès qu'on a parlé du réseau, dès qu'on a commencé à penser au réseau, on a voulu explorer un peu de ce côté-là et on a très vite pris contact avec l'une des spécialistes de cette question qui a été enthousiaste d'emblée pour nous accompagner dans la réflexion et qui a accepté cette semaine de venir nous présenter cette conférence dans le cadre de la Semaine du libre accès, bien qu'elle soit très sollicitée. Elle s'envole pour la Chine dans quelques jours. Elle est sollicitée partout sur ces questions. Donc, on est vraiment ravis de l'accueillir ce soir. Alors, c'est Lynn Barker, qui est professeure au département de langue, linguistique et traduction de l'Université. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en traduction, technologie et société. Traductrice agréée, elle est également membre de la Société royale du Canada et de l'OBVIA, c'est-à-dire l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Ses activités d'enseignement et de recherche se situent au croisement de la traduction et des technologies. Donc, vous voyez qu'elle est parfaite pour ce qui nous intéresse. Elle s'intéresse également aux questions relatives à la communication savante et à l'utilisation des technologies par les communautés linguistiques en situation minoritaire, autre aspect qui rejoint la mission du réseau CIRCE. Alors, elle a co-signé récemment un texte intitulé « Plaidoyer pour une communication savante multilingue » qui est paru dans la Revue canadienne des sciences de l'information et de la bibliothéconomie. Alors, ce plaidoyer, là encore, il semble tout à fait au goût du jour. Et aujourd'hui, elle nous entretiendra de la question de l'accessibilité à la science, mais du point de vue plus spécifique du rôle qui est au langage dans cette question. Donc, je vous demande d'applaudir Lynn Barker. Merci beaucoup pour cette introduction gentille et généreuse. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la semaine de libre accès et de partager quelques idées au sujet du rôle pour le langage dans le contexte de l'accessibilité à la science. Alors, quand on pense au sujet du libre accès, c'est vraiment avec l'intention de réduire ou de minimiser les barrières et surtout on pense des barrières économiques, juridiques pour le droit d'auteur par exemple ou technologiques pour avoir un accès plus physique aux informations. Mais aujourd'hui, je vous invite de réfléchir avec moi sur le rôle pour le langage et de voir aussi le langage comme l'une des facettes de l'accessibilité aux connaissances. Et c'est pas juste moi qui pense que c'est un volet important. Assez récemment, l'UNESCO a publié leurs recommandations sur une science ouverte. Et eux aussi, ils voient l'accessibilité comme que l'accessibilité comporte aussi une facette de la langue. Ils ont dit que pour être vraiment ouverte, il faut envisionner une monde où tous les acteurs bénéficient, quelles que soient plusieurs possibilités, mais y compris leur langue. Et c'est vraiment un but important, signifiant, mais aussi un but qui présente plusieurs défis. Hein? C'est un monde idéal, mais pour réaliser cet idéal, il y a plusieurs défis à surmonter, certainement. C'est une question complexe. Ce n'est pas quelque chose de facile, sinon nous l'aurons déjà trouvé une solution pour ça. Alors, quels sont les défis à surmonter? Aujourd'hui, je vais présenter
quelques-uns. J'imagine qu'il y a plusieurs, mais je vais présenter 4 aujourd'hui. Il faut d'abord prendre en considération le volume de publications et ça en couple avec le nombre de langues dans le monde et aussi la situation qu'on connaît tous, l'émergence de l'anglais. Dans cette circonstance, c'est l'anglais, mais ce n'est pas parce que c'est l'anglais, mais c'est parce qu'il y a une langue clé qui est émergée pour la communication savante et aussi la nature des technologies de pointe qui sont vraiment axées sur les données. Alors, cette combinaison de facteurs présente une situation complexe qu'on va explorer un peu aujourd'hui. D'abord, le volume de publications, ça augmente chaque année. C'est difficile à avoir les statistiques précises. J'ai trouvé une statistique qui vient de l'année 2022 et qui porte seulement sur les domaines de sciences et livres. Mais ça nous donne quand même si c'est limité, ça nous donne vraiment l'impression que le volume des publications scientifiques, ça continue à augmenter chaque année. Et dans cette année, juste pour les domaines de sciences et génie, il y avait plus que 3 millions de publications. OK, merci. Ça va pour tout le monde? Oui, OK. Alors ça, c'est un nombre immense, énorme de publications. Et si on le combine avec le nombre de langues qui existent dans le monde, il y a environ 7000 langues et ça ne prend pas compte des variantes linguistiques aussi. Alors, le nombre est encore plus grand si on considère aussi qu'il y a pour beaucoup de langues des variantes aussi. Ici au Canada, c'est un exemple, certainement, mais il y a d'autres langues qui ont aussi des variantes. Alors, si on fait juste un petit peu de mathématiques, 7000 langues multipliées par plus de 3 millions de publications dans une année, ça veut dire un nombre que je ne suis pas capable à prononcer, un nombre incroyable. Et ça, c'est juste une année. Alors, si on considère qu'on veut faire la possibilité à tout le monde d'avoir accès aux connaissances dans leur langue, c'est un travail de traduction incroyable à réaliser. Et à mon avis, c'est vraiment impossible de penser à attaquer ce volume de traduction sans l'aide des technologies, par exemple, les outils de traduction automatique. Nous devons maintenant aussi réfléchir sur, il y a certainement plusieurs problèmes liés à l'émergence d'une langue clé. Il y a des inéquités de types différents, mais aujourd'hui, je vais souligner le problème qui sont vraiment liés aux technologies, mais aussi aux connaissances. L'anglais est surtout, je dois souligner que l'anglais, c'est aussi une langue qui a plusieurs variantes. Hein? Et c'est l'anglais et surtout les variantes américaines et britanniques, pas canadiennes par exemple, qui est la principale langue de publication dans la plupart des domaines. C'est plus prononcé dans les sciences, mais c'est aussi le cas aux sciences humaines. Les conséquences d'avoir une langue clé, c'est qu'il devient difficile à découvrir les connaissances et à appliquer les résultats de la recherche pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais. C'est quelque chose qui est déjà connu, j'imagine, à vous. Ça aussi, ça crée une situation qui s'appelle en anglais « domain loss ». Et je trouve que c'est un peu ironique que je n'ai pas trouvé la meilleure façon de le décrire en français. Alors,
j'ai choisi perte de connaissance, mais je ne suis pas convaincue que ça, c'est le bonne expression. Mais ça illustre parfaitement la situation. À cause de l'utilisation quasiment exclusive de l'anglais pour la recherche et pour les publications, ça crée une situation où la terminologie n'existe pas même dans les autres langues pour décrire les concepts très spécifiques. Alors, peut-être manque de terminologie pour décrire ou pour parler des sujets spécialisés, ça crée une perte de connaissance d'un certain type pour les langues autres que l'anglais. Et c'est vraiment une situation extrêmement pire pour les langues en Afrique, par exemple, les langues autochtones, par exemple, mais ça existe aussi pour les langues comme la russe ou la langue norvégienne. Et aussi un petit peu pour le français, ouais, dans certains domaines. S'il n'y a pas un manque, il y a souvent une sorte de décalage. Et ça donne la possibilité d'implanter le terme qui est emprunté de l'anglais. Et même si un terme existe en français, c'est souvent sous-utilisé parce que le terme anglais est déjà implanté dans plusieurs domaines. Une situation qu'on appelle perte de connaissance. Sauf si vous pouvez proposer une meilleure terme ou option pour ça, quelque chose à réfléchir. Hein? Et le dernier point, c'est que les technologies de pointe, alors aujourd'hui, ce sont les technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle. On parle des grands modèles de langage, mais aussi dans la traduction, il y a des outils qui sont conçus spécialement pour la traduction, qu'on appelle la traduction automatique neuronale, qui est basée aussi sur les réseaux neuronaux artificiels. Ces deux technologies exigent un volume incroyable de données, mais ce n'est pas juste un volume. Hein? On ne peut pas prendre n'importe quoi, n'importe quel texte. Il faut vraiment avoir, oui, une quantité énorme, mais des textes qui sont pertinentes à la tâche, pertinentes au domaine de la traduction et aussi de haute qualité. Parce que si les documents, si les textes ne sont pas ou s'ils ne sont pas de haute qualité, les approches d'apprentissage automatique vont apprendre une mauvaise façon de traduire. Alors, le volume, ce n'est pas suffisant. Il faut que c'est un volume, mais aussi qu'il y a une qualité et une pertinence obligatoire pour assurer une performance suffisante de ces outils. Et cette situation, c'est plus facile à réaliser dans certaines langues et pour certains domaines que pour d'autres. Alors, on distingue entre les situations où il y a des ressources élevées, ça veut dire il y a un montant suffisant de textes qui portent sur le sujet et qui sont dans la langue ou même la variante linguistique et qui sont d'une qualité suffisante pour entraîner des moteurs pour faire une traduction de qualité. Alors, il y a des cas où les ressources sont assez faciles à rassembler. On l'appelle une situation à ressources élevées, mais ça, c'est la minorité des cas dans le monde. Et pour les autres langues et les autres domaines, c'est plutôt une situation qu'on décrit comme une situation à ressources faibles. Et ça, c'est le cas pour la majorité des langues et la majorité des domaines spécialisés à ce moment. Alors, c'est ça la raison pour laquelle on voit une performance très différente quand on utilise ces outils. Il se peut que quelqu'un vous dise « Ah, j'ai eu une traduction merveilleuse quand j'ai utilisé tel ou tel outil », puis vous l'essayez et votre expérience est complètement différente.
parce que peut-être vous travaillez dans une combinaison linguistique différente ou avec un sujet de texte différent ou un type de texte différent. On ne peut pas entraîner ces outils avec un corpus médical si on veut effectuer une traduction juridique, par exemple. On ne peut pas les entraîner avec les données de la France si on veut avoir une traduction pour un public français-canadien. Alors, c'est vraiment la sensibilité des outils aux données qui sont utilisées pour l'entraînement. C'est vraiment, vraiment quelque chose à considérer. Et les outils comme ChatGPT ou même Google Translate, ils sont entraînés avec une vaste gamme de types de textes, de sujets, de qualités différentes, de types de textes différents. Et ça aussi explique un peu pourquoi ils ne sont pas vraiment conçus pour la traduction spécialisée. Ils sont entraînés avec les données de la langue générale, puis on essaie de les faire traduire des textes très, très spécialisés dans le contexte de communication savante. Et souvent, la communication savante, ça a vraiment l'air d'originalité. Hein? Ça, c'est le but de la recherche, c'est de découvrir les nouvelles choses. Alors, il n'y a pas une tonne d'exemples dans le bassin de texte qui est utilisé pour l'entraînement. La machine ne peut pas inventer des choses. Hein? C'est vraiment une approche basée sur les données qui imite ou qui identifie les patrons, puis reproduire les patrons. Mais si les patrons ne sont pas là, si la terminologie spécialisée n'est pas là, si les concepts ne sont pas là, c'est une vide pour la machine. Alors, il va générer soit des non-sens ou parfois rien du tout. Hein? Alors, c'est un vrai défi pour la traduction spécialisée et les textes spécialisés. Alors, dans cette situation où nous sommes maintenant, il y a vraiment un besoin urgent pour les données spécialisées, jusqu'au point où il y avait quelque chose qui était annoncé l'été passé. Et ça, c'est juste un exemple. Et à ma connaissance, c'est le premier exemple, mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a un grand éditeur qui a vendu tous les articles qui sont en arrière, le paywall, pour nourrir le système d'intelligence artificielle créé par Microsoft, alors Copilot, en fait. Ça crée plusieurs problèmes éthiques, à mon avis, mais on ne va pas explorer tous ces aspects aujourd'hui. Mais ça montre jusqu'au point où il y a un besoin pour les données spécialisées et ce n'est pas quelque chose qui est facilement disponible sur l'Internet tel quel. La plupart sont vraiment payants. Hein? Ils sont par abonnement. Dans les publications par abonnement. Que les systèmes comme ChatGPT, comme Copilot avant, ils font un peu de moissonnage de tout ce qui est gratuit sur l'Internet. Hein? Alors, ça comprend les journaux, les médias sociaux, les sites web de n'importe quelle compagnie ou de quel gouvernement. Ils ramassent tout ce qui est disponible et parfois les choses, on soupçonne qu'il comprend aussi des choses qui ne sont pas vraiment gratuites, mais en principe, ils ramassent tout ce qui est gratuit. Mais nous connaissons tous que la qualité d'information sur l'Internet, c'est vraiment variable. Hein? Il y a des excellentes ressources, mais il y a aussi des choses comme Reddit. Hein? Est-ce qu'on veut utiliser le contenu de Reddit pour faire la traduction spécialisée? Peut-être pas. Mais ils ramassent tous parce qu'ils ont besoin d'un volume si grand
de l'information qu'ils ne peuvent pas être... ce n'est pas vraiment possible de choisir. On a besoin de tellement d'informations qu'on doit attraper tout ce qui est disponible. Et ça veut dire que les données spécialisées et de qualité sont vraiment maintenant quelque chose qui a une valeur incroyable. Et on l'a vu, c'était vendu à Microsoft parce que ce n'est pas possible de le trouver dans une autre ressource. Il n'y a aucune autre source pour ce genre de travail. Ça crée un problème dans le contexte de la communication. Ils ont vendu toutes ces données, mais ils sont tous en anglais. Hein? La plupart des choses qui sont publiées sont vraiment en anglais. Et ça crée un double problème pour les autres langues et c'est encore plus pire pour les variantes linguistiques qui sont plutôt dans le périphérique des langues. Alors, si nous pensons du cas de l'anglais, comme j'avais dit, c'est vraiment l'anglais américain ou britannique qui est au centre, mais les autres variantes de l'anglais, comme l'anglais canadien ou australien ou irlandais, sont plus périphériques. Et c'est de même pour le français, c'est de même pour l'arabe, pour l'espagnol, il y a des variantes dominantes, puis il y a d'autres. Alors, plus qu'on est vers le périphérique, plus que ça devient un problème encore plus pire parce que le montant de données, ce n'est pas disponible et surtout pas pour les sujets très précis. Alors, quelle solution a proposé les développeurs des outils, des systèmes? Ils sont en train de fabriquer les données artificielles maintenant. Ça veut dire qu'ils créent les données en utilisant ces outils eux-mêmes. Alors, ils utilisent l'intelligence artificielle pour générer les textes ou pour traduire les textes, mais parce que les systèmes n'ont pas des corpus très grands ou d'une très grande qualité ou d'un composé des textes pertinents, les résultats sont d'une qualité médiocre et ce sont les textes médiocres qui se nourrissent la prochaine version de ces outils. Alors, c'est un peu comme un serpent qui mange son propre queue. Ouais, on va continuer à se nourrir de ces outils avec les données artificiellement générées ou traduites, qui est surtout les données de qualité médiocre. Alors, à un certain moment, ça va mener à une situation où la qualité de ces outils est tellement pire qu'ils sont non utilisables. Et en anglais, on le décrit comme model collapse. Hein? C'est le collapse of the model. J'ai trouvé le terme effondrement du modèle en français, mais ça veut dire qu'à la fin, c'est plus raisonnable de l'utiliser parce que la qualité est si pire qu'il ne vaut pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose quelques pistes de solutions. Ils ne sont pas nécessairement des solutions idéales ou universelles, mais je pense qu'on peut mettre nos efforts pour produire des ressources pertinentes et de qualité. On peut encourager aussi une formation, cultiver une approche raisonnée pour les outils de traduction. Et aussi, je vous encourage de réfléchir sur la possibilité d'intégrer plus dans vos travaux l'utilisation du langage clair et simple. Alors, on va explorer ces trois pistes. Premièrement, comme j'avais dit, ce concept de perte de connaissance qui est arrivé à cause de l'utilisation plus ou moins exclusive de l'anglais pour l'éducation, ça crée un espace ou un vide plutôt où les termes spécialisés n'existent pas nécessairement ou ne sont pas
connus ou utilisés par les spécialistes. Alors, d'abord, il faut assurer que les termes spécialisés existent pour des langues différentes et les variétés linguistiques. Alors, c'est un travail qu'on appelle un aménagement terminologique. Il faut vraiment créer les termes, établir les termes, les vocabulaires spécialisés pour les langues autres que l'anglais. Une fois que le vocabulaire existe, la terminologie existe, on peut utiliser une stratégie d'injection terminologique pour adapter, peaufiner les outils. Alors, on peut améliorer la performance des outils avec une injection de terminologie pertinente. Les modèles sont vraiment entraînés pour le langage général, mais on peut étoffer un peu leur puissance pour les domaines spécialisés avec cette injection terminologique. Il faut d'abord avoir la terminologie. Il faut que la terminologie existe. Alors, il y a certaines initiatives un peu partout dans le monde. UNESCO travaille pour un projet en Afrique, par exemple, pour créer des néologismes pour les langues africaines. Mais ça existe aussi pour le français. Et je veux partager un projet qui est assez récent. Il se peut que vous le connaissez déjà, mais c'est assez récent, alors peut-être pas. Mais c'est un projet qui est basé à l'Université Concordia en collaboration avec l'Office québécois de la langue française. Ça s'appelle Lexi Concordia. Et ils ont créé une base terminologique de 4500 termes dans 7 domaines scientifiques. Et il l'a conçu comme une ressource complémentaire à Termium, qui est la base de données terminologiques du gouvernement fédéral, et du Grand Dictionnaire, qui est maintenant intégré dans la vitrine linguistique de l'OQLF. Et ils ont ajouté un aspect pédagogique parce que le problème, ça commence à l'école. Hein? Si les termes n'existent pas pour nous, les chercheurs, ça n'existe pas pour les élèves non plus. Alors, ils ont conçu cette base de données pour essayer de motiver les étudiants d'utiliser la vraie terminologie française dès le début de leur étude. Leur étude post-secondaire. Je ne veux pas dire du primaire, mais du post-secondaire. Alors, Lex Concordia, pour le moment, ça comprend 7 domaines spécialisés, surtout en sciences et génie. Mais il y a une intention d'ajouter d'autres domaines et d'élargir la ressource. Ça comprend, ça ressemble un peu le Grand Dictionnaire. Ça comprend un terme ou des termes, des équivalents en français et en anglais, aussi une définition, peut-être un exemple d'usage, contexte, une source. Et pour le côté pédagogique, il y a aussi beaucoup de jeux et des quiz, des choses pour les étudiants. Mais c'est une ressource qui est là pour au moins ces 7 domaines pour le moment. Et ça va continuer, le travail va continuer pour étoffer et élargir cette ressource. Alors ça, c'est la première partie d'une solution, à mon avis. La création et l'établissement, l'implantation des termes spécialisés dans le vocabulaire des chercheurs, des étudiants et des chercheurs. On doit faire de même, pas juste pour le vocabulaire, pas juste pour les termes, mais pour les textes au complet, parce que c'est les textes au complet qui sont utilisés pour l'entraînement de ces outils. Alors, nous devons aussi encourager la rédaction de textes spécialisés en langue autre que l'anglais. Ça commence par la terminologie, mais la prochaine étape, c'est vraiment les textes, les articles, les chapitres, les monographies. Et encourager, à mon avis, la publication des textes en libre accès, peut-être avec l'option non commerciale pour essayer de éviter la situation où c'est les éditeurs qui vendent les textes aux développeurs des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, c'est
pour le moment, le thème pour la semaine de libre accès, c'est qui contrôle nos connaissances. Pour le moment, je veux dire que c'est un peu les anglophones qui contrôlent les connaissances dans un certain sens, mais c'est plutôt les éditeurs qui vendent les textes aux développeurs des outils basés sur l'intelligence artificielle. Alors, pour garder le contrôle des connaissances, ça semble peut-être un peu ironique. Pour garder le contrôle, il faut les mettre publics. Une fois que les données sont là pour entraîner les systèmes, je pense que la communauté, peut-être pas nous, les individuels qui travaillent qui ne sont pas les informaticiens, mais la communauté doit développer les grands modèles de langage en source ouverte et les modèles adaptés pour les domaines spécialisés, parce que ça va donner la possibilité d'avoir une meilleure performance pour les outils de traduction automatique. Si le corpus d'entraînement est bien sélectionné, ça va augmenter la qualité et on peut aussi, si on crée les vocabulaires, on peut utiliser cette stratégie d'injection de terminologie, puis on va arriver avec les outils qui sont bien adaptés pour la traduction spécialisée. J'ai mentionné qu'un deuxième volet à poursuivre, c'est un volet de formation. Et c'est vraiment de cultiver une approche raisonnée des outils. Il faut comprendre comment les outils fonctionnent pour vraiment comprendre les défis. Il faut comprendre ça veut dire quoi d'être un outil basé sur les données et quelles sont les sensibilisations qui sont nécessaires pour utiliser ces outils de façon raisonnée et critique, informée. On sait que les outils ne sont pas parfaits, mais est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas les utiliser pour traduire les mots isolés? Alors, ce n'est pas le meilleur choix d'utiliser un système de traduction automatique pour traduire une liste de mots-clés, par exemple. Est-ce qu'on sait que c'est parfois plus sage d'utiliser ces outils pour comprendre un texte qui est rédigé dans une langue autre que notre langue dominante, plutôt que pour les utiliser à produire un texte à destination de publier dans une revue spécialisée, par exemple. Alors, je pense qu'il y a vraiment une formation qui est nécessaire et ce qui sera utile pour beaucoup de chercheurs parce qu'ils sont des spécialistes en chimie, en droit, en éducation. Ils ne sont pas des spécialistes en traduction. Ce n'est pas nécessairement évident quand on le dit, ce ne sont pas des idées très, très complexes, mais ce n'est pas nécessairement évident parce qu'ils ne sont pas des spécialistes en linguistique, en traduction. Alors, à mon avis, il faut vraiment développer une sorte de formation pour accompagner les chercheurs, pour leur aider à bien utiliser ces outils. Et surtout, à mon avis, si je peux résumer dans une ligne, l'une des choses les plus importantes à savoir, c'est que s'il y a quelque chose qui est médiocre à l'entrée, on va avoir un résultat médiocre à la fin. Alors, si on commence par un texte qui n'est pas bien rédigé, qui n'est pas clair, qui comporte des ambiguïtés ou qui n'utilise pas la terminologie de façon consistante, le résultat, la traduction sera également mauvaise. Alors, pour avoir une excellente qualité de traduction, il faut vraiment commencer par un texte de départ qui est bien rédigé, bien construit, organisé, qui utilise la terminologie et ça va vraiment aider à la performance et les résultats, la sortie des machines à la fin. Alors, nous avons la chance qu'en 2023, l'Organisation internationale ISO, Organisation internationale de normalisation,
on produit pour la première fois une norme qui porte sur le langage clair et simple. C'est la première fois en 2023. Alors, nous avons tous l'idée que oui, c'est logique, je comprends ce qu'il faut rédiger quelque chose de façon claire pour avoir une meilleure traduction. Mais comment? C'est pas facile. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement compris dans la formation d'un chimiste ou je sais pas, d'un physicien ou des spécialistes, un ingénieur. Ils ne sont pas nécessairement formés pour la rédaction. Hein, ils doivent le faire, mais ce n'est pas dans leur formation. Alors maintenant, pour la première fois, nous avons une ressource qui peut nous aider à comprendre les principes et de les mettre en exercice. Alors, pour moi, cette idée de langage clair et simple, c'est vraiment une clé pour voir la langue comme une facette de l'accessibilité aux connaissances. Dans la langue d'origine, dans la langue de départ, mais aussi dans la langue d'arrivée, dans le cas de la traduction. Il y avait pour beaucoup d'années, peut-être ça continue, une mauvaise perception de le langage clair et simple, que ce n'est pas possible d'écrire les concepts complexes ou sophistiqués ou des choses très, très spécialisées dans le langage clair et simple. Mais maintenant, nous avons la preuve, avec cette norme, il y a vraiment des principes qui montrent que oui, c'est possible. Mais il faut qu'on est formé pour ça. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas nécessairement évident. Alors, on doit peut-être penser à comment est-ce qu'on peut accompagner les chercheurs pour leur permettre de partager leurs recherches dans un langage clair et simple. Alors, ça, c'est quelque chose pour l'avenir, je pense. J'aimerais vraiment qu'on va dans cette direction. Qui sont les lecteurs et les lectrices? Parce que ça, c'est la définition de le langage clair et simple, c'est communication rédigée, structurée et présentée de façon à permettre aux lecteurs et aux lectrices de trouver, comprendre et utiliser l'information. Mais qui sont les lecteurs et les lectrices? Il y a maintenant une recherche qui montre que même les spécialistes du domaine, ils apprécient eux aussi les textes bien rédigés, des textes qui sont faciles à lire et à comprendre. C'est vrai pour tout le monde, mais surtout pour les chercheurs qui travaillent dans une deuxième ou peut-être une troisième ou une quatrième langue et les chercheurs qui travaillent en équipe interdisciplinaire. Parce que parfois, il faut apprendre les concepts et les termes des disciplines connexes. C'est aussi pas juste apprécié, mais plutôt essentiel pour les non-spécialistes. Et nous avons maintenant la mission, je crois, aux universités, aux instituts de recherche, de partager les résultats de la recherche avec une population plus grande, avec les non-spécialistes. Alors, pour eux, c'est vraiment essentiel qu'on utilise le langage clair et simple. Les traducteurs et les traductrices, eux aussi, ils sont des lecteurs. Il faut d'abord comprendre votre texte pour être capable de le traduire. La traduction, ce n'est pas vraiment une tâche linguistique, c'est plutôt conceptuel. On ne traduit pas les mots, mais le message qui est dans le texte. Alors, il faut reconnaître que les traducteurs sont aussi des lecteurs et si vous rédigez quelque chose en langage clair et simple, vous facilitez la tâche des traducteurs, que ce soit les traducteurs humains, professionnels ou les outils de traduction automatique. Hein? Parce qu'à ce point, les outils, eux aussi, sont des lecteurs de vos travaux. Parce qu'il faut reconnaître que même si nous avons
adopté l'anglais comme langue clé pour la communication savante, il y a beaucoup de gens qui prennent le texte en anglais, qui utilisent le système de traduction automatique pour comprendre le texte. Alors, même si c'était pas votre intention que c'est traduit, même si vous n'avez pas réfléchi sur la traduction comme, ou un outil de traduction automatique comme un lecteur de votre texte, j'en suis certain que ça arrive, hein? Et quotidiennement et dans une vaste gamme de langues. Alors, j'aimerais finir en partager un petit projet de recherche que j'ai fait et qui est publié au printemps passé dans la Revue canadienne des sciences de l'information et de bibliothéconomie. Et c'était une petite exploration, un petit cas d'étude qui porte sur l'utilisation des résumés en langage simple ou en langage clair et simple dans les revues scientifiques canadiennes. Alors, j'ai fait juste une petite exploration d'un seul éditeur, Canadian Science Publishing, qui publie 22 revues spécialisées en génie, en sciences, principalement en sciences et en génie. Alors, c'est le plus grand éditeur canadien des revues spécialisées pour les sciences et génie. Et j'ai voulu explorer combien des articles qui sont publiés dans ces 22 revues sont accompagnés par une résumé en langage clair et simple. Et j'ai trouvé que sur les 22 revues, il y a juste 3 qui participent. Toutes les revues publiées par cet éditeur ont la possibilité, ils sont encouragés de produire les résumés en langage clair et simple, mais ce n'est pas obligatoire. Hein? C'est encouragé, mais pas obligatoire. Et c'est juste 3 sur 22 qui a pris cette option, mais ce n'est pas tous les auteurs qui ont participé. Alors, c'est une initiative qui a été commencée en 2016. Alors, pas encore 10 années, mais il y avait quand même une période pour examiner combien d'auteurs a pris cette option. Et en moyenne, c'est la revue Facets, qui est la revue de la Société royale du Canada pour les sciences, qui participe le plus. Mais ce n'est pas même 50% des auteurs qui produisent les résumés en langage clair et simple. La revue en deuxième place, c'est Arctic Science. Il n'y a pas même un quart qui participe. Et la troisième, c'est pas même 10%. Alors, en général, c'est une option qui est disponible, mais qui n'est pas bien utilisée par les auteurs. Et je me demandais pourquoi. L'une des choses principales, c'est que ça ajoute un travail pour les chercheurs. C'est quelque chose de plus à faire. Et les outils d'intelligence artificielle, ils peuvent faciliter la tâche, mais ils peuvent faciliter la lisibilité du texte, mais ce n'est pas exactement la même chose que l'intelligibilité du texte. Alors, il faut absolument vérifier les clarités qui sont produits par les outils d'intelligence artificielle. Alors, ça n'allège pas trop le travail pour le chercheur. Une fois que c'est produit, les résumés en langage clair et simple sont peu visibles. L'éditeur, Canada Science Publishing, il prend les résumés clairs et simples, puis il le stocke sur un site différent. Un site qui n'est pas lié au site des revues même. Il y a un lien, mais c'est unidirectionnel. C'est unidirectionnel, ça commence par le résumé clair et simple, puis il y a un lien vers l'article original, mais l'inverse n'est pas là. Alors, la visibilité, comment est-ce qu'on peut bénéficier pour l'effort, il faut faire un effort pour produire le résumé, puis c'est pas trop visible.
je dois dire qu'en examinant la qualité, ça, c'était très, très variable. Et encore une fois, je dois dire, ben, c'est pas évident que chimiste est quelqu'un qui est formé en communication. Alors, il faut accompagner peut-être les chercheurs pour leur aider pour leur aider à savoir comment rédiger dans le langage clair et simple. Les lignes directrices fournies par l'éditeur sont vraiment brèves et extrêmement vagues. Alors, ce n'est pas vraiment utile pour eux. Mais maintenant, nous avons le norme ISO qui peut aider un peu. Et aussi, ils ont mis une limite sur le nombre de mots qui est exactement la même limite que pour le résumé scientifique. Mais si vous voulez expliquer quelque chose au public non expert, ben, on peut pas, on a besoin de peu plus d'espace pour expliquer les concepts qui sont connus par un public expert, mais qui ne sont pas connus par un public non expert. Alors, ce n'est pas logique de mettre le même nombre de mots. Alors, encore une fois, quelques pistes de solutions. On peut encourager, et s'il y a quelqu'un ou quelques-uns parmi vous qui sont les éditeurs, je vous encourage de porter des possibilités aux auteurs, de produire, de créer, d'ajouter. Ce n'est pas pour remplacer les résumés scientifiques, mais pour les accompagner. C'est une deuxième sorte de résumé. Mais si vous encouragez les auteurs de le faire, il faut les rendre visibles. Il faut les rendre visibles pour le public, pour plusieurs publics. Alors, il ne faut pas les cacher dans un site à part différent. Il faut vraiment les intégrer. On peut penser à augmenter la longueur. Hein? Moi, je suggère au moins une longueur double, mais peut-être on peut envisager, je ne sais pas, 750 mots. Mais pour expliquer des concepts, il faut avoir de l'espace pour le faire. Et je pense qu'il faut vraiment améliorer les lignes directrices qui sont fournies aux auteurs parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Il faut les accompagner. Maintenant, à mon avis, la norme de l'ISO est vraiment un outil intéressant à cet égard. Et j'encourage aussi les éditeurs d'offrir un service de traduction. Ça peut être une traduction interlingue, ça veut dire entre deux langues, entre l'anglais et le français, par exemple, mais aussi intralingue, qui est exactement ce projet de traduire un texte très spécialisé dans un texte moins spécialisé, mais à l'intérieur du même langue. Alors, c'est vraiment adresser un public différent et on l'appelle un traducteur intralingue. Mais il faut penser, est-ce que les auteurs sont vraiment les meilleures personnes pour le faire? Est-ce que c'est vraiment un chercheur qui connaisse la discipline, mais qui n'est pas formé en communication? Est-ce que ça, c'est la personne qui doit rédiger en langage clair et simple? À mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la formation d'une traductrice interlingue ou un traducteur interlingue. Ils peuvent adapter facilement les concepts pour devenir les spécialistes en langage clair et simple. Et je suis tellement convaincue que je viens de rédiger un manuel de cours pour les étudiants en traduction qui sera publié au printemps. Alors, je pense vraiment qu'on devrait intégrer peut-être les spécialistes de communication, les traducteurs, les traductrices interlangues, intralangues, ou même juste les spécialistes en communication scientifique, les journalistes peut-être. Il y a plusieurs professions qui peuvent contribuer à la diffusion des connaissances pour les rendre plus ouverts dans plusieurs sens. Alors, en guise de conclusion, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt un petit résumé peut-être. À mon avis, le langage est vraiment une facette signifiante pour l'accessibilité aux connaissances.
le volume de travail pour réaliser la traduction vers toutes les langues du monde, ben, je ne suis pas certain que c'est vraiment un objectif réaliste, mais même pour élargir, c'est un travail énorme qui exige une utilisation des technologies, mais les technologies qui sont basées sur les données sont vraiment en déficit à ce moment parce qu'il n'y a pas des données dans les langues et dans les domaines spécialisés. Alors, ces données commencent à avoir une valeur incroyable. Si on veut contrôler nos connaissances, il faut penser aux moyens de ne pas les donner aux éditeurs commerciaux parce que on voit le résultat, ils vendent les données. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, comme chercheurs, on peut contribuer à l'aménagement terminologique de nos domaines. J'imagine que Lexiconcordia sera ravi d'accueillir vos suggestions. Ils ont des terminologues qui peuvent vous aider, mais c'est vous, les experts du domaine, qui peuvent suggérer parfois les néologismes ou au moins identifier les domaines où la terminologie n'existe pas pour votre langue. Alors, ça, c'est une chose. Continuez à publier en libre accès et continuez à plaidoyer pour les outils de pointe ouvertes et adaptés aux domaines spécialisés. Hein? ChatGPT, c'est trop général. Google Translate, c'est trop général. Nous avons besoin des outils qui sont vraiment entraînés sur les données spécialisées. Mais il faut d'abord fournir les données spécialisées, payer les données spécialisées. Pour le moment, c'est les éditeurs qui contrôlent la décision de publier ou non les résumés en langage clair et simple et d'offrir ou non un service d'accompagnement pour la traduction inter- ou intralingue. Moi, j'aimerais encourager les éditeurs d'offrir cette option de publier à côté du résumé scientifique un résumé clair et simple, mais aussi de donner au moins les lignes directrices utiles aux auteurs ou aux chercheurs. Et je veux dire que c'est nous tous qui contrôlons notre style de rédaction. Alors, nous pouvons tous essayer d'adopter un peu plus le langage clair et simple parce que vous ne savez pas qui utilise un outil de traduction automatique pour traduire votre texte, pour lire votre texte. Il y a des chercheurs en Thaïlande, il y a des chercheurs en Israël, il y a des chercheurs partout dans le monde et vous ne savez pas qui traduit votre travail pour mieux le comprendre. Si vous voulez vraiment diffuser et partager vos idées, le langage clair et simple va... si vous utilisez le langage clair et simple, ça va faciliter la tâche de la traduction. Les chercheurs en Thaïlande vont avoir un texte, une traduction plus utilisable si vous avez rédigé votre texte de départ dans le langage clair et simple. Parce que les données de l'entraînement, ça ressemble plus le langage clair et simple que la langue spécialisée, au moins pour le moment. Et ça, c'est tout.